Merci de l'invitation. Merci à vous toutes et tous d'être présents. Je me disais que c'était peut-être un peu roboratif pour vous, toutes ces présentations qui s'enchaînaient. Et puis en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment un patchwork très intéressant parce que ça nous permet de voir des visions différentes. Et puis après, vous pourrez faire votre choix finalement. Alors, je voudrais, oui, d'abord dire que c'est pas moi qui suis l'autrice de cette citation, mais Kenneth Boulding. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc, je plonge directement dans le petit topo que je voulais vous présenter. Hein. Peut-être pour partir d'une réflexion sur le moment très, très particulier. Le moment très particulier que nous vivons en ce moment, hein, le Covid qui a confiné des milliards d'êtres humains, et en même temps, moi je me suis sentie comme ça rattrapée complètement par les propositions et presque dépassée. C'est-à-dire il y a un certain nombre de personnes qui font des propositions depuis des années et auxquelles on répond que c'est l'utopie, hein, ce que nous disait tout à l'heure dans la stratégie numéro 1 notre collègue économiste. Il n'y a pas longtemps, notre président de la République, Emmanuel Macron, disait qu'il n'y avait pas d'argent magique. Il répondait ça à nos hospitaliers qui demandaient un peu plus d'argent. Et puis là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est en train de préparer un plan de relance à 100 milliards après avoir mis dans le circuit plus de 100 milliards déjà. Donc voilà, on se dit qu'on est dans un moment où peut-être que tout est possible finalement. C'était la stratégie numéro 1 décrite par le collègue de Toulouse School of Economics tout à l'heure. Mais pourtant, il me semble que les choses ne changent pas ou ne changent pas assez ou pas assez vite. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un nombre de plus en plus grand de personnes ont compris les enjeux du changement climatique et sont convaincus qu'on doit engager de profondes transformations. Mais je dirais que la situation apparaît relativement verrouillée et que les changements ne sont pas à la hauteur des besoins. Je rappelle juste, on a eu beaucoup de chiffres, donc je ne vais pas du tout en donner de nouveaux, mais je rappelle juste la dernière étude française de climatologues qui nous disent qu'on pourrait très bien avoir, avant la fin du siècle, un réchauffement non pas à 4,8 degrés, qui étaient les scénarios les plus pessimistes du GIEC récemment, mais tout simplement 6 ou 7 degrés d'augmentation de la température, et à ce moment-là, il est clair pour tout le monde que la vie humaine devient quasiment impossible sur Terre. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on doit bifurquer de toute urgence. On sait qu'on a 10 ou 20 ans pour bifurquer. Adélaïde nous a rappelé tout à l'heure que la responsabilité qui pesait sur sa génération était extrêmement importante. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur ce terme, bifurquer, parce que la thèse que je soutiens depuis la fin des années 90, j'avais écrit un premier livre sur ces sujets qui s'appelait tout simplement « Qu'est-ce que la richesse ?» Qu'est-ce que la richesse ? Où j'essayais de comprendre comment les économistes en étaient venus à nous proposer une conception où la richesse, c'est en gros le produit intérieur brut. Donc la thèse que je soutiens, c'est qu'il ne suffit absolument pas de changer de type d'énergie, de faire une transition énergétique, voire de mode de consommation, mais que ce que nous avons à opérer, c'est vraiment une véritable révolution intellectuelle, un changement, on dirait de mentalité, mais je préfère dire de représentation, de paradigme, de cadre cognitif finalement. Une révolution, on a engagé une révolution qui me semble semblable à celle qui s'est opérée lors du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, qui supposait tout simplement une nouvelle représentation du monde, une nouvelle cosmologie. Aurélien Barraud, je crois, qui est lui-même spécialiste de ces questions, a utilisé ce terme ce matin, une nouvelle cosmologie. On a besoin d'une nouvelle cosmologie, d'une nouvelle philosophie et d'une nouvelle articulation des sciences, me semble-t-il. Alors je voudrais m'arrêter un instant sur ce point pour montrer justement la profondeur de la révolution à engager. Je la qualifie parfois de reconversion. Je vous dirai pourquoi j'utilise ce terme. La modernité, si on date celle-ci du 15e, 16e, 17e siècle, la modernité a représenté une révolution totale des cadres cognitifs en œuvre en Occident depuis l'Antiquité. Je pense évidemment au système de Ptolémée, au géocentrisme qui a persisté jusqu'au XVe siècle et qui confortait les représentations philosophiques de Platon et d'Aristote, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, la Terre est au centre de l'univers, elle est immobile, il y a une sphère des fixes, il y a un monde sublunaire qui n'est pas susceptible d'être compris par la science parce que ce monde est soumis à la génération et à la corruption
il est soumis au mouvement. Et donc les sciences qui ne peuvent s'occuper que de ce qui est fixe ne peuvent pas raisonner sur ce monde sublunaire soumis à la génération et la corruption. Les humains sont encastrés dans la nature, ils ne sont pas créateurs de valeur et ils ne se trouvent pas face à une nature à transformer. Ça, par exemple, déjà, quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, dans ses travaux, avait parfaitement montré cela. On a des humains et une cosmologie qui sont radicalement différentes de celles qui arriveront après la modernité. Et longtemps, les savants, et notamment Ptolémée, ont cherché à sauver les apparences. C'était un terme très important jusqu'à la révolution héliocentrique. Sauver les apparences ou sauver les phénomènes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il fallait expliquer les mouvements apparemment erratiques des planètes en conservant un modèle où celles-ci sont censées suivre des trajectoires parfaites, notamment des cercles concentriques. Et donc, c'était super compliqué de mettre ensemble ce que l'on voyait, ce que les sens révélaient, et les modèles théoriques qui étaient ceux de Platon, d'Aristote et de Ptolémée. Et à un moment, il n'a tout simplement plus été possible de sauver les phénomènes. Il a fallu changer de modèle. Et il me semble que nous sommes exactement à ce point aujourd'hui. C'est-à-dire que le modèle dans lequel nous vivons, qui lui vient de la modernité, où notre cosmologie est celle d'humains qui sont placés face à une nature qu'ils sont autorisés à mettre en coupe réglée pour satisfaire leurs caprices et en tirer profit, ce modèle-là ne fonctionne plus. La comptabilité nationale, l'économie et les modèles qu'elle propose ne conviennent plus. Il me semble qu'on doit en inventer d'autres qui nous permettront de développer des pratiques qui ne mettront pas en péril la survie de notre espèce. Mais ce qui se passe, et c'est ça sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, j'ai parlé de verrouillage, c'est que nous sommes corsetés dans un ensemble de cadres cognitifs, de représentations qui se sont en quelque sorte coagulés dans des instruments et des disciplines dont il me semble que nous devons nous débarrasser. Mais c'est une des choses les plus difficiles à faire, évidemment, puisque ces cadres cognitifs, eh bien, nous voyons le monde à travers eux, avec eux, comme des lunettes. Nous raisonnons avec ces cadres cognitifs. Donc, on a besoin d'une forme de décentrement. D'une forme d'extériorité pour en prendre conscience, puis pour nous en débarrasser. C'est ce type de décentrement et d'extériorité que permet par exemple l'anthropologie et que nous a permis par exemple d'opérer Philippe Descola dans son très beau livre Par-delà nature et culture, mais plus généralement dans l'ensemble de ses travaux, lorsqu'il montre que ce qu'il appelle le naturalisme, c'est-à-dire la séparation entre humain et nature, n'est qu'une des modalités de représentation de la place de l'humain dans le monde. Il en existe d'autres, nous révèle-t-il, notamment l'animisme ou le totémisme ou l'analogisme. Donc, ça veut dire que nous avons à opérer un gigantesque travail sur nous-mêmes, un travail de déconstruction de nos propres cadres cognitifs. Et il me semble que nous ne devons pas penser que nous allons pouvoir régler la question du changement climatique et de la biodiversité sans cette révolution intellectuelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par cadre cognitif ou par cosmologie? Je vais essayer de l'expliquer en rentrant dans le concret et en vous rappelant la thèse de l'historien américain Lynn White en 1967. Peut-être vous la connaissez très bien. C'est un texte très connu chez les écologistes. Il avait présenté cette thèse dans un article célèbre et très intensément commenté qui s'appelait « Les racines historiques de notre crise écologique ». Il a même eu l'honneur d'être une des cibles de la récente encyclique du pape François, l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Et dans ce texte passionnant et controversé, White fait de façon très précoce le constat d'une crise écologique majeure. On est en 1967. Il écrit, je cite, « Aujourd'hui, la façon dont l'espèce humaine transforme son environnement a pris de telles proportions que son essence même s'en trouve changée. On voit clairement qu'en dehors de l'homme, aucune créature n'a jamais souillé son habitat avec autant de rapidité. » Fin de citation. Et il pointe la responsabilité dans ce processus du judéo-christianisme, et plus précisément de la Genèse.
Il rappelle en effet l'ordre donné par Dieu à sa créature préférée, nous, de dominer et d'assujettir la terre et les autres espèces et d'autoriser ainsi le processus de séparation entre humain et nature. Voici ce que dit ce texte, sans doute écrit autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 1, 28. Dieu les créa et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce texte reconnaît donc à la fois la ressemblance de Dieu et des humains, nous sommes imago Dei, et la transcendance de l'humain vis-à-vis de la nature, qui autorise le premier à dominer la seconde. Il s'agit même d'une injonction divine, dominer, assujettissez. D'où le commentaire de White, je cite à nouveau, « Nous avons le sentiment de ne pas être partie prenante d'un processus naturel, nous nous sentons supérieurs à la nature, nous la méprisons, nous voulons l'utiliser pour satisfaire le moindre de nos caprices. » Fin de citation. White ajoute que c'est aussi parce que la nature a été créée par Dieu que la science a pu légitimement s'efforcer de mieux comprendre ses lois. Et il termine ainsi, « Le christianisme est la religion la plus anthropocentrique que le monde ait jamais connue. L'homme partage la transcendance de Dieu vis-à-vis de la nature. Non seulement le christianisme instaure un dualisme entre l'homme et la nature en opposition absolue à l'ancien paganisme comme aux religions de l'Asie, mais il insiste également sur le fait que l'exploitation de la nature par l'homme pour satisfaire à ses fins propres résulte de la volonté de Dieu. » Si la thèse de White est si passionnante, c'est parce qu'il impute ces immenses changements à l'influence des représentations, dans le sillage ouvert par Max Weber et son analyse des liens entre éthique du capitalisme, esprit du capitalisme et éthique protestante. Et il montre que c'est le changement des représentations du monde, de ce que l'on pourrait appeler donc une cosmologie, qui est à leur origine. Plus précisément, indique-t-il, je cite encore, dans l'Antiquité, chaque arbre, chaque source, chaque filet d'eau, chaque colline avait son propre genius loci, son génie protecteur. Avant de couper un arbre, de percer une montagne ou de détourner un ruisseau, il était donc important d'apaiser le génie protecteur du lieu et de faire en sorte qu'il demeure apaisé. En détruisant l'animisme païen, le christianisme a permis, lui, d'exploiter la nature sans aucunement se soucier des sentiments des objets naturels. Fin de citation. Donc, White considère que ce texte qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ a eu des effets concrets tout au long des 15 premiers siècles de notre ère, en autorisant les humains à déployer un rapport d'exploitation et de conquête vis-à-vis de la nature. Tout se passe finalement comme si la modernité n'avait été que la suite logique de cette injonction originelle. Et de fait, la modernité a permis à cette nouvelle représentation des rapports entre humain et nature, qui n'était qu'en germe, de s'épanouir, provoquant à la fois une fondamentale blessure narcissique, comme le dit Freud en parlant de la révolution copernicienne, puisque la Terre n'est plus au centre et plus immobile, mais parallèlement, cette modernité a permis de rendre la nature complètement accessible et pénétrable à la raison humaine et aux actions humaines. La modernité, avec ces deux penseurs emblématiques, je caricature bien sûr, vous me pardonnerez, Francis Bacon et Descartes. Francis Bacon, si vous avez lu ce merveilleux texte qui s'appelle la Nouvelle Atlantide, dans lequel sera exprimé un des mots d'ordre de la pensée moderne. Je cite, « Notre fondation a pour fin de connaître les causes et le mouvement secret des choses et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. » La nature offre un champ d'exploration infini aux humains. Quelques années plus tard, Descartes proposera à son tour de rompre avec la philosophie du Moyen-Âge et écrit que si nous utilisons bien les sciences,
nous pourrions nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. C'est également Descartes, considéré comme le père du rationalisme moderne, qui instaure une stricte séparation entre le sujet, pensant, et le reste du monde. En même temps qu'elle devient complètement accessible par les sciences et la raison, la nature est vidée de ses puissances magiques, réduite à la matière et à l'étendue. Galilée écrit que l'univers est écrit dans une langue mathématique et les caractères en sont les triangles, les cercles et d'autres figures géométriques. Ce qui signifie que l'augmentation du savoir humain et sa possible domination de la nature vont de pair avec un désenchantement de celle-ci et la possibilité de la considérer comme un simple stock de ressources à exploiter. Ce qui va se mettre progressivement en place depuis le judéo-christianisme et au-delà avec la modernité, c'est l'idée que la vocation humaine est non seulement d'exploiter les ressources de la nature, mais aussi plus profondément de transformer celle-ci pour la faire à notre image, pour l'humaniser complètement. Adélaïde a parlé tout à l'heure de Hegel, et je voudrais rappeler que ce philosophe, donc du début du XIXe siècle, philosophe allemand, représentatif de l'idéalisme allemand, nous parle de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est l'esprit absolu, et ce sera tout simplement quand il n'y aura plus de nature en face de nous, quand nous ne trouverons plus face à nous que du spirituel, que de l'humain, que nous-mêmes finalement. Et Hegel emploie même ce terme, je l'ai trouvé dans un de ses textes de jeunesse, il dit qu'il faut tout simplement détruire, vernichten, détruire la nature pour mettre de l'humain à la place. Et Marx dira des choses assez approchantes. Je vous passe les citations. Alors, ces représentations nouvelles, elles se sont accompagnées de nouveaux dispositifs, de nouveaux instruments, de nouvelles légitimités pour certaines actions. Ça va être l'émergence de l'économie, et il me semble qu'on peut peut-être dire que l'économie, sa vocation, ça va être cela. Ça va être une merveilleuse discipline permettant de mettre en œuvre de la façon la plus efficace possible cette exploitation de la nature avec cette obsession de la production qui devient de plus en plus évidente. Il s'agit de mettre le plus de choses possible sous la forme de l'échange, de la production et de la consommation. Production et consommation qui sont aussi, selon les économistes du XIXe siècle, des manières extraordinairement importantes pour les humains de montrer qui ils sont, de mettre en évidence leur identité. Et donc, apologie de la production et de la consommation comme mise en forme du monde, jusqu'à la comptabilité nationale. Alors vous allez me dire, tiens, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Mais non, jusqu'à la comptabilité nationale et au PIB, qui représente pour moi une forme d'acmé. Pourquoi ? Parce que notre système de comptabilité nationale, il ne compte comme richesse que ce qui est produit par les humains. Finalement, notre comptabilité nationale, ce qu'elle nous dit, c'est que ce qui nous importe, ce qui constitue la richesse de nos sociétés, c'est exclusivement la valeur ajoutée par les humains aux données naturelles. Et donc, je pense qu'il est nécessaire d'analyser la signification profonde de ce dispositif qu'est la comptabilité nationale. Avec son agrégat principal, le PIB, le produit intérieur brut, qui est devenu notre fétiche. Je vous rappelle juste que la comptabilité nationale, elle est universelle. Elle est universelle. Et on a un texte, le système de comptabilité nationale, qui est signé par les 5 plus grandes organisations internationales et qui explique, ça fait 800 ou 900 pages, qui explique ce qu'est, les méthodes qu'il faut suivre pour construire notamment, calculer notamment ce produit intérieur brut. Donc, voyez ce qui me semble très, très, très intéressant, c'est ce dispositif qui finalement nous dit tout simplement que ce qui compte pour nous, c'est la valeur ajoutée par les humains sur le monde et que ce qui nous importe, c'est la mise en forme du donné naturel par les humains. Donc voilà, je pense, c'est comme ça que j'ai travaillé sur cette question, en tout cas à la comptabilité nationale, comme un cadre cognitif majeur, performatif, qui guide nos actions et qui fait bien plus que les encadrer. Et je pense que ce système, c'est un des verrous que nous avons à faire sauter, en quelque sorte, pour construire une nouvelle cosmologie.
Je rappelle juste en quelques mots, c'est ce que j'essaye de rappeler dans les petits bouquins que j'ai consacrés à cette question, hein, le PIB. Le PIB, le produit intérieur brut, donc vous savez que c'est la somme du PIB marchand et du PIB non marchand. Vous savez aussi que quand on parle de la croissance, notre obsession pour la croissance, c'est la croissance du PIB, que notre indicateur majeur pour comparer les performances des différents pays, c'est le PIB par habitant. Mais je voudrais juste vous rappeler des choses qu'on est censé tous savoir. Hein. On a parlé ce matin d'éducation et de l'importance de l'éducation. Beaucoup d'étudiants de terminale savent très bien ce que je vais vous raconter, c'est-à-dire que le PIB oublie beaucoup de choses. Il oublie de compter, ou du moins il compte pour zéro, des activités qui sont absolument essentielles à la reproduction de la société. Toutes les activités domestiques, on dit que le travail domestique, ça représente à peu près 35%, 35 à 40% du PIB, mais ce n'est pas compté comme richesse. Donc les activités domestiques, bénévoles, citoyennes, politiques, familiales, toutes ces activités-là comptent pour zéro dans le PIB. Ça veut dire aussi que si elles disparaissent, tout le monde s'en fiche, ça ne se voit pas. Premier problème du PIB. Ce PIB, il compte aussi comme enrichissement le résultat d'activités toxiques. Mais surtout, surtout, je vous rappelle que cette comptabilité nationale, c'est une comptabilité de flux et pas de stock. C'est-à-dire que on s'intéresse uniquement à ce qui est produit par les humains et pas du tout au patrimoine critique essentiel qui nous permettent de vivre. Notamment deux patrimoines critiques essentiels, le patrimoine naturel, sans lequel on ne pourrait pas vivre, et la santé sociale ou la cohésion sociale, sans laquelle nous ne pourrions pas vivre non plus en tant que société. Donc, cette comptabilité nationale, qui vous semble peut-être un dispositif pas très intéressant finalement. Mais moi, je pense qu'elle encadre radicalement nos actions publiques et privées, en étant appuyée sur une vision complètement tronquée de la richesse. Une vision tronquée de la richesse. Alors vous allez me dire, mais tout le monde le sait, ma pauvre dame. Oui, je suis d'accord. Tout le monde le sait et pourtant rien ne se passe. C'est ça qui est complètement extraordinaire. Adélaïde a parlé du rapport Meadows 1972. Il disait pas autre chose. Sauf qu'eux regardaient plutôt les grandes dimensions physiques et physico-chimiques de notre monde en disant si nous continuons ainsi à croître de cette manière, alors l'effondrement se passera avant la fin du XXIe siècle. Mais je voudrais signaler que si le rapport Meadows n'a pas... Alors il a eu un immense succès, mais finalement il a été assez vite balayé. Par qui ? Par un économiste, Nordhaus, celui qui a eu le prix d'I-Nobel il y a 2 ans. Nordhaus a balayé ce rapport d'un revers de main, il a beaucoup critiqué, en disant qu'il n'avait pas d'intérêt parce qu'il n'avait pas utilisé le prix comme variable essentielle, alors que si on utilise le prix, ça, c'est en général les économistes qui nous disent ça. Si on utilise le prix, eh bien, lorsque vous utilisez trop une ressource ou qu'une ressource va venir à manquer, son prix va augmenter, donc vous allez passer à un substitut. Donc, c'est la croyance très forte des économistes dans le progrès technologique et dans le fait que nous pourrons de toute façon nous en tirer, d'une certaine manière parce que nous sommes géniaux. Je n'aurai pas le temps de développer, mais il y a une croyance d'un certain nombre d'économistes qui ont inventé, par exemple, des indicateurs alternatifs au PIB. Un indicateur très intéressant qui nous dit quelque chose sur la manière dont les économistes se représentent le monde. C'est l'économiste inventé par la Banque mondiale en 2006, l'épargne nette ajustée. Ça consiste juste, je trouve ça très intéressant de regarder ce que c'est. Donc, ces inventeurs de ce nouvel indicateur qui aurait pu contrebalancer le PIB, oh là là, 1 minute 30, ça va aller. Donc, ils prennent le capital naturel, qu'ils valorisent monétairement, le capital humain, valorisé monétairement, le capital économique classique, ils font la somme et ils regardent ce qu'il y a au bout. Que veut dire cette représentation ? Ça veut dire que si nous sommes suffisamment intelligents, si nous avons assez de capital humain et d'intelligence, nous pouvons finalement nous passer du monde naturel. Nous pouvons détruire notre patrimoine naturel si nous avons suffisamment d'innovation technologique et d'intelligence, c'est-à-dire un capital humain suffisant. Alors, comme il me reste 53 secondes, vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense qu'il faut à la fois mettre en place une nouvelle cosmologie. Une nouvelle cosmologie, un nouveau paradigme, passer d'un paradigme de l'exploitation qui nous permettra
de mettre en place un nouveau paradigme, donc une nouvelle représentation du monde où les humains sont encastrés dans le reste de la nature. On sort de ce que Descola appelle le naturalisme, une nouvelle cosmologie, une nouvelle articulation des sciences. Il me semble qu'on ne peut plus rester avec des sciences chacune enfermée dans ses propres règles et dans son petit canton de légitimité, en quelque sorte, qu'il nous faut vraiment ce que Francis Bacon appelait un novum organum, une nouvelle articulation des sciences. Et puis, je vais terminer là-dessus, sur du concret. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là, tout de suite, maintenant? Adopter de nouveaux indicateurs de richesse. Nous, on propose avec mes collègues l'empreinte carbone plus l'indice de santé sociale. Enserrer en quelque sorte le PIB dans des normes sociales et environnementales. Donc, l'enserrer avec l'empreinte carbone d'un côté, l'indice de santé sociale, calculé par ma collègue Florence Janicatrice à Lille, et puis nous lancer à corps perdu, nous engager radicalement dans la transition écologique avec un investissement massif. Là, nous avons une fenêtre de tir qui s'est ouverte, qui est complètement extraordinaire, avec le plan de relance là, de 100 milliards. Il y a une sorte de consensus pour dire qu'il faudrait un investissement pendant 10 ans d'à peu près 20 milliards par an, plus des de nouvelles pratiques de sobriété. Et tout cela, et là je vais mettre dans la stratégie numéro 1 de Christian Gaulier tout à l'heure. Il me semble que tout ça, enfin c'est pas seulement qu'il me semble, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'études qui nous montrent qu'un tel processus, ce que j'appelle reconversion écologique, peut nous permettre de créer beaucoup d'emplois. On a un rapport du WWF qui vient de sortir il y a un mois qui nous dit qu'on pourrait créer 1 à 2 millions d'emplois si on fait correctement cette reconversion écologique. Et donc on pourrait avoir un double, voire un triple dividende si on est en plus capable de changer le travail. Et pour ça, je vous renvoie à un petit manifeste qu'on va publier avec ma collègue belge Isabelle Ferreras de l'Université de Louvain, le manifeste de travail, où on propose, pour accompagner cette reconversion écologique et pour la pousser, pour la promouvoir, une démocratisation radicale du travail et des organisations de travail, c'est-à-dire une cogestion totale des organisations de travail publiques et privées. Merci beaucoup, j'ai été un petit peu longue.